Moi, je lui fais confiance. Il a vraiment un discours très terre à terre par rapport à la situation géopolitique. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Pour la première fois de son Bonjour. histoire, l'Iran a attaqué directement Israël. Des centaines de drones, de missiles lancés dans la nuit de samedi à dimanche contre l'État hébreu. Et il y a quelques instants, Emmanuel Macron accuse l'Iran d'avoir décidé de frapper Israël, provoquant une rupture profonde. Je cite les mots du président de la République. Est-ce que c'est un point de bascule dans la situation actuelle au Proche-Orient ? La suite nous le dira, mais ça peut l'être parce qu'il y a effectivement une escalade, il y a un seuil qui a été franchi dans les objectifs fixés par l'Iran, qui est de frapper directement le sol israélien. Ça, c'est une nouveauté, c'est une rupture donc, même si dans l'esprit des Iraniens, et c'est là où le diable est dans les détails, il y a sans doute eu la volonté de désamorcer cette escalade. C'est-à-dire à la fois de frapper sur le principe, mais en même temps d'éviter tout dégât significatif. C'est pour ça qu'ils l'ont un peu annoncé. C'est pour ça qu'ils l'ont annoncé, et c'est pour ça sans doute que la frappe n'avait pas la puissance qu'elle aurait peut-être pu avoir. Mais on voit bien que dans ce jeu qui est celui de la dissuasion, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans le fond, c'est aujourd'hui Israël qui a dans la main l'appréciation de cette escalade et donc la décision d'une riposte, sachant qu'on est déjà dans une séquence qui est une séquence longue, dont le dernier élément, c'était la frappe par Israël d'un consulat à Damas et la mort d'un certain nombre de gardiens de la Révolution. Donc, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation nouvelle avec cette étape qui a été franchie par l'Iran et qui peut nous introduire dans un conflit d'un nouveau type. Et finalement, est-ce qu'Israël, en frappant le consulat à Damas, n'a pas d'une certaine façon poussé l'Iran à sortir de l'ambiguïté? Parce que jusqu'à présent, l'Iran menait une guerre par procuration contre Israël via ses proxys, le Hezbollah notamment. Est-ce que c'était ça peut-être l'objectif, ou en tout cas c'est ça que révèle cette attaque? Vous avez raison de souligner que la politique traditionnelle de l'Iran, c'est une politique fondée sur la prudence, fondée sur le déni, fondée sur l'ambiguïté. Et dès lors que c'est le territoire iranien qui a été frappé par Israël, ne l'oublions pas, une enclave diplomatique, consulaire, c'est le territoire du pays concerné. L'Iran il n'y a pas d'extraterritorialité, mais il y a un principe d'inviolabilité des consulats. Il y a un principe d'inviolabilité, et donc l'Iran était obligé de riposter, d'abord compte tenu de cette violation du principe, mais ensuite parce que jusqu'à maintenant, vous le soulignez, l'Iran a agi à travers ses proxys, par procuration, à travers notamment les différents membres de l'Acte de la Résistance, c'est-à-dire les milices irakiennes, les milices syriennes, les milices houthis, principalement. Cherchez sur Internet, les mecs, l'axe de la résistance. C'est intéressant si vous tombez sur des articles, des reportages, etc. Franchement, c'est pas mal. L'axe de la résistance. Donc là, nous sommes dans une logique aujourd'hui de confrontation directe. Donc, effectivement, il y a un élargissement du conflit et c'est en ça que l'incertitude est particulièrement lourde. Parce qu'Israël, depuis des années, a l'intention d'empêcher le risque nucléaire iranien et donc de saisir les occasions qui pourraient se présenter pour casser ce programme. Nous savons tous qu'après la décision prise par Donald Trump de faire dérailler l'accord de 2015, nous sommes dans une situation de non-droit où l'Iran progresse vers ce programme nucléaire. Aujourd'hui, on le situe comme un État, un pays du seuil, donc il y a effectivement un risque. Et il y a donc deux préoccupations pour Israël, deux cibles particulières. La première, c'est le programme nucléaire iranien. La deuxième, c'est le Hezbollah, qui représente une menace pour le territoire israélien. Là, vous parlez de la riposte israélienne. Vous pensez que cette attaque peut mener à une attaque contre les sites nucléaires iraniens? C'est à cela que les États-Unis ont répondu quand Joe Biden a adressé le message à Benjamin Netanyahou qu'il ne les accompagnerait pas dans une démarche offensive, d'attaque offensive contre l'Iran. Il y a bien sûr cette question. Les États-Unis s'abstiennent en cas d'escalade. Ok, bon, on verra si le discours va changer de la part des Américains, mais ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent de laisser Israël tout seul dans la merde. Ok, on verra, mais bon.
Les Américains, ils sont toujours baignés dans les trucs comme ça. Hein. Du programme nucléaire iranien et d'un éventuel bombardement de ces sites. Reste la question de savoir si Israël peut le faire seul. Et là, il faut introduire un paramètre nouveau depuis le 7 octobre. Le premier, c'est un paramètre stratégique. Depuis le 7 octobre, l'Israël veut rétablir une dissuasion qui a été rompue par l'attaque du Hamas. Et Israël l'a fait dans une logique de surenchère, de vengeance, pour marquer l'inviolabilité de son territoire et sa volonté du plus jamais ça. L'État israélien, État refuge, a été violé, donc une riposte disproportionnée qui a vocation à sidérer toute tentative d'agression du territoire israélien. Le deuxième élément, c'est qu'Israël, depuis le 7 octobre, encore plus qu'avant, veut affirmer sa volonté d'émancipation vis-à-vis de tout le monde, y compris des États-Unis. Il y a une volonté d'indépendance. Ce qui est rappelé par un certain nombre d'experts et d'analystes, c'est cette grande solitude d'Israël. Dans cette solitude, Israël veut d'abord compter sur ses propres forces. Et à partir de là, donc, affirmer cette logique d'action et d'indépendance. Sauf que dans la situation actuelle avec l'Iran, les États-Unis ont déjà posé des bornes. Les États-Unis, Joe Biden a prévenu, pas de guerre, nous n'interviendrons pas face à l'Iran. Alors, vous avez raison, les États-Unis ont prévenu. Mais quelle est la crédibilité aujourd'hui de la position américaine? Ne l'oublions pas. À plusieurs reprises depuis le 7 octobre, l'Amérique a posé des lignes rouges et Israël a transgressé ces lignes. Y compris d'ailleurs sur la nature. C'est trop un pays, gros. C'est trop un pays de salopes, gros, les États-Unis. C'est trop. L'Occident, on est vraiment à la botte d'Israël, les gars. Je suis désolé, hein. Les lignes rouges ont été franchies, etc., etc. Mais on n'a aucune sanction contre Israël. Quand la Russie a franchi la ligne rouge, excusez-moi, il y a eu des sanctions économiques, ça a touché les diplomates, ça a expulsé avec des visas, etc., des mecs qui étaient en Grande-Bretagne. Le boss de Chelsea, il a dû quitter la Grande-Bretagne pour retourner en Russie, il a perdu Chelsea. Il y a plein de chefs d'entreprise qui ont dû quitter l'Union européenne pour retourner en Russie. Enfin, ils ont expulsé la Russie des compétitions sportives, ils l'ont expulsé aussi des Jeux Olympiques. Les lignes rouges sont franchies par Israël, mais on n'a aucune sanction. Abramovich, voilà, merci le chat. On n'a aucune sanction contre Israël. C'est trop une dinguerie, gros. C'est trop une dinguerie. C'est vrai qu'en France, on a fermé Sputnik et RT France, là, les médias pro-russes. C'est trop une folie. C'est trop, les gars. Moi, je suis désolé, on est soumis. On est soumis à Israël, gros. C'est juste factuel. Mais quand je dis nous, je dis pas fortement la France. Mais surtout, l'Occident, quoi. Surtout l'Occident. De la riposte après le 7 octobre. Les États-Unis ont dit « Nous avons tiré les leçons de l'Afghanistan et de l'Irak. Nous n'aurions pas dû... » Donc là, t'avais dit la dernière fois que la France est une région d'Israël. C'est peut-être pas faux. Jure, un nouveau sub. Je souscris encore à mes propos d'il y a un mois. La France est sans doute une région d'Israël. Merci Rafadan pour le sub. Merci mon gars. Mener ces interventions militaires, faites preuve de modération. Avec un soutien malgré tout affiché. Mais c'est ça... Attends, il a dit quoi, excusez-moi? De l'Afghanistan et de l'Irak, nous n'aurions pas dû mener ces interventions militaires. Faites preuve de modération. Avec un soutien malgré tout affiché. Mais c'est ça qui est intéressant dans la position américaine. C'est que les États-Unis essayent de conserver les deux bouts dans la même main. D'un côté, un soutien inconditionnel, de l'autre, des pressions pour inciter Israël à la modération, partant de l'idée que dès lors que Jarod, mon gars. Les États-Unis jouent un rôle historique de garant, eh bien, Israël sera plus enclin à les écouter. Ce n'est pas ce que nous voyons. Après le 7 octobre, dans la stratégie vis-à-vis de Gaza, de pilonnage de Gaza, les États-Unis n'ont pas été écoutés. De la même façon, le 1er avril, lors de la frappe du consulat à Damas, du consulat iranien à Damas, les États-Unis n'ont pas été consultés par les Israéliens. Mais Israël visait des cibles militaires, visait des hauts gradés iraniens impliqués dans des attaques contre son État. Ce n'était pas une attaque contre une ambassade, c'était une attaque contre des cibles militaires. Vous avez raison, aussi. Mais nous sommes dans une enclave diplomatique. Tout Iranien peut être considéré, dès lors qu'il est gardien de la Révolution, comme un ennemi d'Israël. Et alors on est fondé systématiquement à frapper tout le monde, partout, tout le temps. Bah ouais, elle est ridicule cette logique, on n'en sait rien. Est-ce que vraiment, est-ce que Israël, ils sont sûrs d'avoir tué des mecs qui ont justement fomenté cet attentat du 7 octobre? Enfin, excusez-moi les gars, on n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est Israël qui décide de tout, gros. Enfin... Donc il faut savoir distinguer selon les situations. Et c'est en ça il parle bien, Dominique de Villepin. Il parle bien, de la dissuasion, il introduit le paramètre de la proportionnalité
et de la mesure, c'est-à-dire d'une escalade qui se fait étape par étape. Avec Israël aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette logique. Israël veut éviter toute mise en cause de ses intérêts, de son territoire, de sa population. Donc elle est amenée à surréagir par rapport à un certain nombre de situations. Monsieur le Premier ministre, Dominique de Villepin, on se retrouve dans un... Vous voulez tous l'avoir comme président de la République, les gars. Vous voulez tous l'avoir comme président. Après, c'est à lui de faire son choix, les mecs. Je sais pas s'il est encore mouillé dans la politique, s'il est encore dans des partis politiques, mais il est plus mouillé dans la diplomatie et dans la géopolitique que dans la politique. C'est ça la différence. Un instant, juste après le fil info de Claire Chekagrini. Il Ouais, est je suis 8h40 bizarre. sur France Info. Ah, c'est Yui, jure. La France a procédé. Jure Yui, mon gars. Bon, attendez, je vais avancer tout ça, là. Ah, c'est fini, là, Dominique de Villepin? Ah non, c'est bon. Peur. À partir du moment où son territoire a été visé, elle est fondée, effectivement, à invoquer la légitime défense. La question qui se pose, c'est que nous sommes dans une escalade, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à la première étape de cette escalade, et la question, c'est l'objectif. Quel objectif poursuit aujourd'hui Israël? Rétablir la dissuasion, nous pouvons le comprendre. Est-ce que aller un cran plus loin en frappant des intérêts iraniens conduit à l'embrasement régional, il y a une question d'appréciation. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'Israël? Est-ce que c'est de risquer l'unité des fronts ou est-ce que c'est de marquer des points pour renforcer sa sécurité? Il y a une fois de plus, deux grands objectifs pour Israël en termes de sécurité. Le premier, c'est la question du programme nucléaire iranien. La logique voudrait que Israël Non, il va jamais rejoindre Mélenchon. Aventure Impossible. sans un soutien extrêmement fort des Américains. Est-ce que À la matériellement, fois- Israël a la possibilité d'agir Alors, sans justement, les États-Unis? À la fois un soutien en termes de couverture aérienne et de renseignement, et en même temps en termes de moyens, parce qu'il s'agit d'utiliser des armes, des bombes anti-bunkers qui sont difficiles à acquérir et rares. Est-ce qu'Israël dispose de ces moyens? Et est-ce qu'Israël dispose des possibilités de monitorer, de contrôler Il est à droite, l'opération ouais. Salut, comme Cynthia. celle-ci seul? Le gouvernement israélien, dans la logique que je viens d'indiquer, de solitude et d'émancipation, peut estimer que c'est maintenant ou jamais. Donc ça, c'est un risque majeur que prendrait Israël. Le deuxième objectif, si Israël considère, et vous avez vu que le cabinet de guerre qui s'est réuni hier est divisé sur le moment, sur les objectifs, sur la façon de procéder. Il y a un deuxième objectif qui est susceptible peut-être de rallier davantage de suffrages que le premier, risqué, très risqué et dangereux pour la situation régionale. C'est l'objectif qui consisterait à frapper le Liban Sud, le Hezbollah, compte tenu des moyens dont dispose l'arsenal dont dispose le Hezbollah, moyens en hommes, moyens en matériel, et compte tenu du fait que la cible, évidemment, du Hezbollah, c'est Israël. Mais Simple. le Hezbollah, le premier objectif du Hezbollah, c'est de protéger le programme nucléaire iranien. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, tout est lié. Tout est lié, oui. Tout est lié et la question, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou, à la tête d'un gouvernement qui est un gouvernement précaire, fragile, soutenu par les ultranationalistes, peut prendre le risque, pour durer, de se lancer dans une aventure aux résultats imprévisibles? Est-ce qu'on fait de la politique aujourd'hui en matière internationale dans cette logique d'imprévisibilité, de non-contrôle de la situation? Et c'est pour cela que toutes les voix, celle de Joe Biden, président des États-Unis, celle d'Emmanuel Macron, ce matin encore, invite à la prudence, invite à la mesure. Évitons cette logique d'embrasement, sachant, et je crois qu'il faut dire un mot du contexte international dans lequel on est, la tentation d'Israël, et c'est normal, c'est de privilégier la scène territoriale, le pourtour israélien, et la scène régionale. Mais le monde ne se réduit pas au Moyen-Orient. Et il y a une interaction entre les différentes scènes de crise du monde. On voit bien, par exemple, le prix que paye l'Ukraine au développement de ce qui se passe à Gaza et dans la région. Il y a donc à prendre en compte... J'ai vu qu'il avait tweeté Zelensky. Il a dit ce qui se passe en Israël, c'est pas normal, soutien à Israël, etc. Il avait fait une interview à la télé. Il veut toujours le buzz, le mec, hein. Il veut toujours le buzz, ce gars. Allô, je suis là, j'existe encore. Eh, je suis mort, putain. Cette logique de conflit, d'embrasement régionaux, de fronts successifs. Monsieur La nature Zelensky. ayant horreur du vide, d'autres fronts pourraient s'ouvrir. Dominique de Villepin, ce matin, Emmanuel Macron a expliqué que la France a procédé à des interceptions donc de projectiles iraniens à la demande de la Jordanie. Et hier soir, sur le plateau de France 2, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a précisé qu'il ne s'agissait pas en fait de défendre
défendre Israël, mais je cite, nous avons pris nos responsabilités comme nous sommes un acteur de la sécurité régionale. En gros, il refuse de dire que la France a défendu Israël. Est-ce que la France devait intervenir alors qu'elle n'a pas d'accord militaire avec Israël? Alors, le président de la Ça, République c'est vrai, a ça. essayé de faire la synthèse entre ces différentes positions ce matin, puisqu'il y a à la fois, comme vous l'indiquez, une dimension d'autoprotection, je crois que c'est le terme qui avait été Est-ce qu'il n'y a pas une employé forme hier. d'hypocrisie à ne pas le dire? Justement, l'ambiguïté diplomatique, elle est aussi là pour ça. Donc, autoprotection, parce que nous avons un certain nombre d'enclaves ou d'emprises militaires dans cette région, depuis Djibouti, en Irak, en Jordanie, dans les Émirats arabes unis. Donc, avec les Jordaniens, au service des Jordaniens, nous assurions une protection et qu'in fine, ce soit Israël qui, en l'occurrence, en ait bénéficié, c'est une chose. Que la France, dans sa rhétorique diplomatique, dans son discours diplomatique, dise que nous sommes intervenus, que nous sommes partie prenante à ceci, ça comporterait un inconvénient particulièrement grave. Ce serait de nous introduire dans ce cycle, dans ce risque d'engrenage, d'action-réaction. La France n'a pas à être partie prenante dans cette logique-là, puisque notre rôle à nous, si on a à exercer une médiation, à exercer une influence, c'est de pondérer, c'est de modérer. On deviendrait co-belligérant d'une certaine manière? Ne rentrons même pas là-dedans, parce qu'il s'agit plus en l'occurrence, il s'agit plus de perception dans la région. Ne l'oublions pas, depuis maintenant plusieurs années, et ça s'est aggravé lors de la visite d'Emmanuel Macron, quand il a parlé... C'est ouf quand même les mecs, sur 194 pays, fallait que ce soit nous les Français, fallait que ce soit nous gros. Il y a plein de pays dans le monde qui auraient pu intercepter ces missiles, fallait que ce soit nous les Français, fallait qu'on soit témoin de ce genre de choses. Non, c'est trop. Parler de coalition qui aurait pu être la réplique de la coalition anti-Daesh autour d'Israël, ceci dans la rue arabe, comme on dit, même si certains veulent croire qu'elle n'existe pas, dans les opinions arabes, a été particulièrement mal vécue. Mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron souhaite qu'il y ait une mobilisation dans un certain nombre d'États contre la France. C'est une bonne question, ça. Si Est-ce qu'on est dans notre rôle, les mecs? Elle doit être à sa place. Et à sa place, c'est d'abord avec un objectif de stabilité et de paix. Donc, vous donnez un bon point au président. La France a été dans son rôle en intervenant et le président a la bonne stratégie en ne dévoilant pas toutes les intentions. Mais je pense en l'occurrence qu'il ne s'agit pas de ne pas dévoiler, il s'agit de dire tout simplement la vérité. Et qu'en l'occurrence, nous ne sommes pas un acteur dans le cadre d'une coalition, même si on voit bien que du côté israélien, la tentation, c'est à la fois de ranimer l'idée d'une coalition occidentale, mais en même temps d'aller même jusqu'à une coalition arabe. Mais Dominique de Villepin, juste un mot, pardon. Tout à l'heure, vous avez parlé de la solitude d'Israël. Face à cette attaque iranienne, Israël a été soutenu par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Jordanie aussi a intercepté des drones, la France, on en parlait. Donc, paradoxalement, c'est un raid iranien qui met fin à l'isolement diplomatique d'Israël. C'est un retournement ou pas? Il y a deux points qui sont en quelque sorte dans le bilan israélien positif de cette journée d'hier. Le premier, c'est l'efficacité des moyens technologiques dont dispose Israël, qui a permis de réduire à néant cette attaque, à supposer que cette attaque ait véritablement voulu frapper Israël. Donc là, il y a une réussite pour Israël, il y a une efficacité. Le deuxième élément, c'est effectivement une solidarité qui s'est exprimée. Je crois qu'il faut la nuancer. On ne peut pas mettre sur le même plan la Jordanie. Ils sont sales, la Jordanie? Comment ça, ils sont sales? Est-ce qu'ils sont sales? Pourquoi cette question de con? Merci, Lessiua, pour le sub. Merci, mon gars. L'Arabie Saoudite et les autres États arabes, il y a... Les autres États arabes appellent à l'apaisement. Absolument, et je ne crois pas non plus que leur intérêt soit de rentrer, de devenir acteur au service de tel et tel. Donc je crois qu'il y a effectivement cela. Il n'en reste pas. Donc là, avis sur la riposte de l'Iran, la honte, ils ont fait 0 dégâts. Mais les mecs, ça me fume comment vous parlez sur les actes militaires comme ça. Parce que l'Iran a fait 0 dégâts, pour vous, c'est un flop. Moi, je l'ai dit en début de stream, croyez-moi, les mecs, quand tu es un civil, quand tu es un citoyen israélien, tu vois des bombes qui sont comme ça autour de ton ciel, qui essaient de toucher leur cible, mais croyez-moi, vous avez peur. Vous avez peur, les mecs. Vous avez peur. Et croyez-moi, les Iraniens, ils sont satisfaits de leur attaque. Ils n'allaient pas, évidemment, tout détruire parce qu'ils ont touché un ambassade, un consulat, pardon, une annexe, ok, pas de problème. Il fallait quand même que l'Iran réponde, mais la réponse n'allait pas être aussi disproportionnée que Israël qui massacre des civils palestiniens. C'est là où vous devez poser des questions, les mecs, parce que vous voulez que les Iraniens répondent avec la même malveillance, le même maléfice que les Israéliens. Mais réfléchissez, les mecs, c'est tactique aussi.
nous, citoyens français, nous, citoyens du monde, on est en train de se dire, les Iraniens, ils ont attaqué, mais pas de manière aussi disproportionnée que les Israéliens. Les gars, réfléchissez quand même. Évidemment. Évidemment que les Iraniens, ils allaient pas être aussi cruels que les Israéliens. Évidemment. C'est du brain, les gars, mais oui. Là, vous m'envoyez des DM, bah, tout le week-end, c'était pareil en mode « Ouais, Dofla, est-ce que tu vas stream? Ouais, Dofla, t'as vu, les Iraniens, ils ont flop. Ouais, t'as vu, Dofla, le gros flop, 0 dégâts, 0 mort. Wesh, les gars, vous êtes trop des bandeurs. Vous êtes trop des bandeurs. Vraiment. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Pas moi. C'est réfléchi, leur attaque. Ben oui. À l'histoire, c'est ultra réfléchi. Hein. À la tragédie qu'a vécue Israël le 7 octobre, ce sentiment de solitude existe. Et qu'il est encore davantage aiguisé par le fait que c'est un gouvernement faible qui est aujourd'hui à la tête d'Israël. C'est un gouvernement qui est fragile, du fait même de cet équilibre entre les ultranationalistes et les autres. Donc c'est un gouvernement qui, s'il veut durer, doit constamment rechercher de nouvelles cibles et doit constamment être dans l'action au service entre guillemets, de la sécurité d'Israël. Donc il y a aujourd'hui du côté israélien... C'est pas une question de bonté d'âme, les Iraniens n'ont pas de rapport de force, ils vont pas jouer l'escalade, ils perdraient. Perdre, je sais pas. Franchement les gars, militairement parlant, on connaît pas du tout l'arsenal militaire de l'Iran. Enfin moi en tout cas, moi personnellement je connais pas, peut-être qu'il faudrait que je me renseigne sur la question, mais il y a des personnes qui disent que militairement, les Iraniens sont pas à la rue les gars. Hein. Il y en a qui disent qu'ils n'ont peut-être pas tout montré de leur arsenal militaire. Donc attention les gars à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas parce que les Iraniens utilisent que ces proxys, donc les Houthis, le Hezbollah, etc., que dans leur propre pays, dans leur propre, parmi les gardiens de la révolution, ben, militairement ils sont à la rue. Alors, les gars, quand même... Attention les gars à ce que vous dites. Hein. Attention, faut pas sous-estimer un pays comme ça. Hein. Jure, un nouveau sub. Merci blabla pour le sub, merci mon gars. Ils ont l'arme nucléaire. Alors ça c'est faux ça. Ils sont pas encore l'arme nucléaire. En tout cas, dans les données qu'on a actuellement, l'Iran ne possède pas encore l'arme nucléaire. Et d'ailleurs eux-mêmes, le gouvernement iranien disent qu'ils ne cherchent pas à acquérir l'arme nucléaire et l'Occident ne croit pas à ces phrases quoi. Donc est-ce que tu penses que si Israël répond sévèrement ce soir, peut-on assister à un embrassement du Moyen-Orient et une possible intervention de la Russie pour l'Iran? Alors c'est compliqué quand même pour les Russes, parce que les Russes ils sont quand même sur un front assez chaud pour eux, hein, parce que les Ukrainiens militairement au sol, ils sont toujours présents, ils sont toujours debout, alors que les Russes, ils étaient censés récupérer l'Ukraine, renverser le gouvernement de nazis en une semaine. Bah, la Russie, ils se sont enlisés dans une guerre qui dure depuis 2 ans maintenant, qu'on a suivi d'année en année sur mes streams. Si tu penses que les Russes vont aller sur un autre front, donc aider les Iraniens, ça m'étonnerait les mecs, hein. Honnêtement, ça m'étonnerait. La seule question, c'est de savoir, est-ce que les Chinois ne vont pas en profiter pour attaquer et réunifier toute la Chine? Donc on parle de Taïwan. Est-ce qu'ils vont pas aller récupérer Taïwan en profitant justement de cette instabilité mondiale? Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser, les mecs. Mais est-ce que les Russes vont aller sur un autre front? Je pense pas, les mecs. Hein. Je ne pense pas. Donc, faut suivre de très près les actions des Chinois, parce que c'est peut-être le moment pour eux d'aller récupérer Taïwan et leur grosse technologie de semi-conducteurs. Du côté politique. Réunifié comme on est dans Kingdom. Ah, mais en fait, vous êtes con à ce point ou quoi? Le mec, il pense que l'Iran a l'arme nucléaire, réunifié comme on est dans Kingdom. Bah, c'est... Oui, faut... La Chine a envie de réunifier tous ses territoires, dont la Taïwan. Alors, c'est une vanne. Ouais. Vraiment, merci pour ta vanne, quoi. Merci. Merci pour ta vanne, frérot. Politique israélien, la tentation, peut-être, de la fuite en avant. En tout cas, de l'escalade. Alors que, et c'est là où... Je suis rabat-joie, oui, je sais, je suis rabat-joie. Oui. Je suis un rabat-joie. Il faut ramener Israël à Désolé, mon gars. Devoir aujourd'hui de puissance régionale. Et quel est ce devoir? C'est d'abord un devoir humanitaire. Ne l'oublions pas, à Gaza, il y a une tragédie on va en parler. qui continue je vous propose de se dérouler. Et deuxième devoir, c'est un devoir politique. C'est-à-dire que la carte militaire, la stratégie militaire, elle est sans fin. Elle ne règle jamais rien. Nous le savons depuis 25 ans. Donc il faut transformer en politique, en objectif politique. Aujourd'hui, Israël n'a aucun objectif politique. Je vous propose d'y revenir dans un instant. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. On se retrouve juste après le fil info de Claire Chekagrini. Il est 8h51 sur France Info.
En cas de menace terroriste, la cérémonie d'ouverture des JO se limitera au Trocadéro. Le plan B dévoilé par Emmanuel Macron. Ah, il y a un plan B du coup? Ah. 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 Bon. Les otages, retenir Rafah, etc. Ok. Bon, vous savez quoi, les gars?